Europe 1, 18h-19h, Punchline. Olivier de Kerenfleck. Et de retour sur CNews et Europe 1. Et pour vous accompagner dans Punchline jusqu'à 19h, la journaliste Véronique Jacquier, Louis Dragnel, journaliste politique, maître Pierre-Henri Bovis également avec nous, et l'ancien agent du service action de la DGSE, Pierre Martinet. Je vais vous demander justement votre avis dans un instant, mon cher Pierre, puisque nous allons revenir sur cette phrase de Donald Trump, phrase qui provoque beaucoup de réactions ces dernières heures. Le candidat républicain à la présidentielle qui a pointé du doigt la politique migratoire menée en France et au Royaume-Uni. Pierre Martinet, Royaume-Uni, que vous connaissez très bien, à l'occasion d'un discours de campagne dans le Wisconsin. Alors, on écoute Donald Trump et puis nous écouterons ensuite la réaction de Claude Muniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Donald Trump. Nous avons vu ce qu'il s'est passé lorsque l'Europe a ouvert ses portes au djihad. Regardez Paris, regardez Londres, ils ne sont plus reconnaissables. Cela va m'attirer beaucoup d'ennuis avec les gens de Paris et les gens de Londres. Mais vous savez quoi ? C'est un fait. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire ici, et je ne laisserai jamais cela arriver aux États-Unis d'Amérique. Londres et Paris sont méconnaissables parce qu'elles ont ouvert leurs portes au djihad, selon Donald Trump. Alors, un discours jugé exagéré par Claude Muniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Écoutez-le. Électoral et même électoraliste, j'ai tendance à dire que c'est du Trump pur jus, comme quand il explique qu'il aurait pu empêcher la guerre en Ukraine avec un seul coup de téléphone à Vladimir Poutine, ou que s'il avait été au pouvoir, le Hamas n'aurait pas commis le pogrom du 7 octobre. On est dans les mêmes outrances. Alors, il y a évidemment un fond de vérité. Il y a un problème d'immigration mal maîtrisé en Europe, ça personne ne le nie, mais dire que nous avons laissé entrer le djihad en Europe, c'est totalement excessif et injuste. Il y a eu dans certains pays, comme la Grande-Bretagne qu'il cite, une trop grande tolérance pendant très longtemps, à tel point que au début des années 2000, on parlait de Londonistan comme étant le centre de djihad quasiment mondial, mais ça n'a pas été le cas en France, où on a beaucoup de problèmes, personne ne le nie, mais où l'État réagit, et réagit à tel point d'ailleurs que la France est régulièrement condamnée par les États-Unis dans des rapports pour ses atteintes à la liberté religieuse, par exemple pour la loi sur le voile. Donc moi j'ai plutôt l'impression, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans les facs américaines et les blocages des islamo-gauchistes là-bas, j'ai plutôt l'impression que pour le moment, c'est un peu les États-Unis qui exportent leurs mauvaises manières ou leur trop grande tolérance vers l'Europe. Et je rappelle la phrase donc de Donald Trump, Londres et Paris sont méconnaissables parce qu'elles ont ouvert leurs portes au djihad. Pierre Martinet, vous connaissez ces questions par cœur. Vous êtes ancien agent du service action de la DGSE. Vous étiez notamment agent au Royaume-Uni pour surveiller justement cette mouvance islamiste. Alors, votre réaction, discours outrancier de Donald Trump ou fond de vérité finalement ? Alors moi je dirais plutôt qu'il y a un vrai fond de vérité. Cependant, aux États-Unis, cette idéologie islamiste avance de plus en plus. Si on fait moi j'ai été choqué de voir l'appel à la prière dans Times Square avec énormément de monde. Ils ont aussi des réactions très virulentes avec ce qui se passe en Israël. Mais pour revenir entre Londres, moi j'aurais rajouté une troisième ville, Bruxelles. Oui. Parce qu'en fait, avant d'aller travailler à Londres, mon service, ma cellule en particulier, ont travaillé H24 sur des islamistes à Bruxelles, en Belgique. Et là, c'est très clair, il y a effectivement un danger à Bruxelles, notamment. Mais ça s'est accéléré. J'ai travaillé à Londres dans fin des années 90. On travaillait sur le fameux Londonistan de l'époque, et on travaillait sur des GIA, sur les groupes islamistes armés. Al-Qaïda commençait à arriver, mais j'y ai travaillé longtemps là-bas, et je viens d'y vivre pendant 5 ans à Londres. Et bien entre la période où j'ai travaillé et la période où j'ai vécu, mais c'est puissance 10. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler, Louis Dragnel, de djihad ? On peut rappeler ces paroles de Donald Trump dans la foulée des attentats islamistes du Bataclan, où il avait déclaré que la police refusait de se rendre dans certains quartiers de Londres et de Paris. Louis Dragnel, et vous compléterez ensuite Pierre Martinet. Non, ce qui est terrible dans cette phrase de Donald Trump, c'est que dans le fond, il a raison.
Non, mais il a raison, c'est une évidence. Le fait que on laisse tout passer, qu'il y ait une porosité quasiment institutionnelle en France, notamment, en acceptant les flux de migrants sans jamais avoir le droit de se poser la moindre question, en expulsant jamais personne, et en offrant cet état de droit dans lequel se lovent des gens des islamistes, que ce soit les frères musulmans ou que ce soit les salafistes, qui profitent justement de cette fameuse générosité de la France pour se retourner contre nous. Et en même temps, moi, ce qui me gêne profondément, c'est que j'aime mon pays, et ce que fait Donald Trump, évidemment, c'est de la politique. Oui. Et ce qui me fait un peu de peine, c'est que Donald Trump soit en mesure d'utiliser cet exemple-là, qui précisément prospère sur quelque chose qui a un fondement vrai. C'est ça qui est gênant. J'aimerais que Donald Trump ne puisse pas tenir de tels propos. Voilà, c'est l'image que renvoie le continent européen outre-Atlantique qui fait mal. Aussi, en tout cas, Pierre Martinet, est-ce que, au fond, ces flux migratoires ont importé le djihad? Est-ce qu'il y a un lien entre les djihadistes, cette idéologie islamiste, et les flux migratoires? Alors, il y a une accélération de cette idéologie islamiste sur nos territoires, en particulier en Europe, parce qu'il y a un réel projet derrière. Le projet des frères musulmans, c'est quand même d'établir des États islamiques où régnerait la charia sur du très long terme. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, et avec l'arrivée massive de ces flux migratoires à majorité arabo-musulmane, ils adhèrent à ce projet, parce qu'ils veulent vivre en Europe, selon les préceptes du livre, donc ils adhèrent forcément au projet. Donc le djihad, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément des actions violentes, c'est la partie idéologique qui, au quotidien, avance inexorablement. Je voudrais juste rajouter une petite phrase, c'est que j'ai été vérifié par moi-même, encore une fois avec Livre Noir, on a été vérifier le flux migratoire en partance des côtes mauritaniennes, et il passe par les îles des Canaries, et ils arrivent en Europe et en France. Mais c'est chaque jour, en fait, tous les jours. Mais c'est vrai que sans parler de djihad armé, Pierre-Henri Bovis, nous avons vu ces images, c'était la semaine dernière, ces images à Hambourg, en Allemagne, où une foule d'1 millier de personnes demandait que la charia soit appliquée, qu'un califat soit mis en place en Allemagne. Donc oui, effectivement, ça, il y a quelques années, nous ne voyions pas sur le territoire européen. Oui, et puis au-delà du djihad, Donald Trump dénonce aussi la politique migratoire, que ce soit de la France, mais plus généralement de l'Europe. Je rappelle quand même qu'en 2023, c'est près de 400 000 titres de séjour qui ont été accordés, et c'est plus de 150 000 demandes d'asile à qui on a répondu favorablement. Donc ce qui est sûr, c'est que la France est bien en peine aujourd'hui à réduire les flux migratoires, puisqu'elle est aussi contrainte par une politique européenne. Et un chiffre qui est aujourd'hui très inquiétant, c'est que depuis quelques années maintenant, je crois que ça a été dit tout à l'heure, mais on a une hausse exponentielle vraiment des attaques au couteau qu'on ne voyait pas auparavant, et qui est quand même une attaque qui est aujourd'hui prônée par l'État islamique, qui est notamment prônée par les frères musulmans. Et aujourd'hui, le dispositif, l'arsenal juridique est largement incomplet, largement insuffisant. Vous savez, au tribunal judiciaire de Paris notamment, on se pose la question, puisque c'est une arme de catégorie D, le couteau. On ne peut pas évidemment enfermer et mettre en prison tous ceux qui portent une arme de catégorie D. Ce serait évidemment une embolie totale, et les prisons, déjà qu'elles sont bien engorgées, le seraient encore plus. Donc on fonctionne par amende forfaitaire. Mais est-ce que vraiment une amende va dissuader la personne qui a acheté un couteau? Et en plus, un tiers, exactement. Le bilan de l'année dernière de tout ce qu'on appelle les AFD, donc les amendes forfaitaires délictuelles, seulement un tiers a été réglé. Véronique Jacquier, journaliste. Oui, Donald Trump parle de djihad. Alors certes, on aimerait qu'il ait tort, mais c'est évident qu'il y a un djihad à bas bruit qui a été de toute façon dénoncé sur l'aspect factuel quant aux attaques au couteau. Il y a la police judiciaire, la française, qui étudie l'exemple justement de la Grande-Bretagne quant à la gestion, si j'ose dire, des attaques au couteau, parce que ils en ont quand même 260 homicides liés à l'arme blanche depuis le début de l'année, et c'est en augmentation. C'est en augmentation aussi chez nous, on l'a vu, chaque semaine à son lot de faits divers. Et puis quand on voit des images comme Lampedusa, où on voit arriver 1500 personnes par jour, qui sont des hommes de moins de 30 ans, qui sont en majorité de culture
et de religion musulmane. Voilà, on sait bien, ils savent aussi où ils mettent le pied. Ils savent qu'ils mettent le pied sur une terre chrétienne. Ouais. Voilà, les habitants de France et d'Europe, ils les appellent des mécréants. Donc je crois que oui, il y a une notion de djihad à bas bruit, mais qui se fait jour depuis longtemps. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier un récit aussi anti-France qui se met en place. On le constate. Là aussi, c'est devant nous, jour après jour. Mais bien sûr, déjà, il y a ce chiffre qui est alarmant, mais que chacun doit avoir en tête, c'est 120 attaques au couteau par jour. On estime aujourd'hui à 120 attaques au couteau par jour sur le sol français. Ça, c'était en 2020, et effectivement, ce chiffre a augmenté. Donc déjà, en 2020, on était à 120 attaques au couteau par jour, ce qui est considérable. Et ce récit anti-français, il est malheureusement prégnant chez beaucoup de politiques. Beaucoup de politiques, notamment de la France insoumise, distillent ce discours anti-français où évidemment les Français sont coupables de tout. On essaie de victimiser, évidemment, on essaie de regarder notre histoire dans le rétroviseur en se mettant à genoux, en essayant d'effacer complètement aussi tout ce que la France a pu faire. Donc c'est un discours qui est aussi très... Louis Dragnel, journaliste politique. Mais il y a presque pire dans le discours politique, c'est ceux qui feignent de prendre conscience du problème et qui ne font rien. Exactement. Et qui suscitent un espoir considérable chez les Français en pensant que le problème va être réglé et qui par lâcheté ou parfois encore pire, par cynisme, en étant tout à fait conscients qu'ils ne feront rien, eh bien vendent du rêve et derrière laissent prospérer le malheur. Effectivement, c'est ce que nous observons régulièrement. Et peut-être un dernier mot, Pierre Martinet. On le voit aussi, qu'est-ce qui se cache derrière ce récit anti-français que l'on peut voir se développer depuis plusieurs années, en 2 mots? Eh bien, je vais rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on est en permanence en train de réécrire notre histoire avec les lunettes du présent. Et ce sentiment anti-français, j'ai pu le voir augmenter depuis de nombreuses années, puisque je vais en Afrique depuis 40 ans, et encore maintenant, on nous reproche la colonisation en Afrique, et on le retrouve dans les rues de Paris. Pierre Martinet, Pierre-Henri Bovis, nous arrivons au terme de cette émission. Dernier mot sur l'Afrique, peut-être sur l'Afrique. Un dernier mot. Non, vous êtes beaucoup trop bavard. Non, mais ce qui est terrible sur le continent africain, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français qui se développe sur le continent africain. Nous aurons l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Avec les liens que nous Pierre de Villeneuve nous attend. Il est prêt. L'actualité qui continue sur Europe 1. Mon cher Pierre. Mon cher Olivier, c'est animé chez vous. Ce soir, dites-nous tout. Eh bien, on va continuer de parler effectivement des blocages à Sciences Po, puisque dès que les étudiants sont délogés, ils s'y remettent après que les forces de l'ordre soient parties. Et puis alors, il y a 50 ans, c'était le premier tour aujourd'hui de l'élection du premier tour de Valéry Giscard d'Estaing, et nous avons l'honneur de se recevoir ce soir Madame Giscard d'Estaing. Anémone Giscard d'Estaing sera avec nous tout à l'heure. Formidable. Anémone Giscard d'Estaing sur Europe 1, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est tout de suite. Excellente soirée chez vous sur Europe 1. Excellente soirée également sur CNews. Sur CNews, votre rendez-vous, Philippe Devilliers, votre rendez-vous du vendredi soir. C'est tout de suite avec Geoffroy Lejeune, le tout orchestré par Elliott Deval. Excellente soirée sur nos 2 antennes. À très vite.